Nous reprenons la bambouseraie, cassette numéro 2. On va aller chercher les guides. Ah, je suis baisé, il est trop tard. C'est fou, non? Regarde, il y a un éléphant. Vous avez cette personne qui a fait dans une vidéo. Ah d'accord. Alors petit village laotien, bien sûr construit en bambou, et construit par des Laotiens qui travaillent avec nous. Ils ont utilisé 5 espèces différentes de bambou pour faire ces maisons. Alors évidemment, quand on veut la solidité, on va bien sûr garder les cloisons. Alors c'est ce qu'ils ont fait pour le pilotis, du bambou géant qui est solide avec ses cloisons. Ainsi ils ont assuré l'assise de la maison. Bon, ils auraient pu utiliser aussi ce même bambou, percer les cloisons, ils auraient obtenu des tubes. On aurait pu faire passer de l'eau dedans, faire des canaux d'irrigation parce que c'est un peu très simple. On peut aussi le fendre dans le sens de la longueur, en 2, en 4, en 6, en 8 lanières. Et ces lanières, il n'y a plus qu'à les tresser. Comme les panneaux muraux, comme la cage à volaille, et comme le toit aussi. Parce que le toit, ce sont des lanières de bambou dans lesquelles ont été tressées les feuilles de ce palmier. Palmier de Chine, palmier chanvre, le seul palmier qui résiste à moins 20 degrés, qu'on peut laisser en pleine terre ici sans problème. Alors ici, il ne faut surtout pas se feuiller au soleil méditerranéen qu'on a l'hiver, quand il n'y a pas de soleil, c'est le climat de montagne, on a moins 10 degrés chaque hiver, ça peut descendre parfois, assez rarement, mais ça arrive jusqu'à moins 18 degrés, on a de la neige chaque hiver. Donc il nous faut des plantes rustiques. Alors une autre plante rustique, contrairement à ce que l'on pense, c'est le bananier. Et pas n'importe lequel. Le bananier japonais, qu'on appelle le musabaju. Alors c'est celui-ci, il reste en pleine terre, la souche résiste à moins 18, la tige à moins 10, les feuilles gèlent à 0 degré. Donc on protège les tiges de paille, de voile d'hivernage, comme ça on gagne les quelques degrés qui nous manquent. Et les feuilles qui gèlent à 0, on les enlève à la fin d'hiver, et du milieu de la tige ressort enroulé comme un gros cigare de nouvelles feuilles. On a tout de suite de très beaux bananiers. On a aussi du coup des régimes de bananes. Alors vous les voyez qui se développent. Alors vous voyez les petites bananes? Là-bas on va les voir de près.
Alors voilà le régime de banane, là on le voit de près. Alors vous voyez cette petite boule jaune? Eh bien en fait, au départ, tout ce régime est recouvert, on dirait comme un gros ballon de rugby, qui est recouvert de grosses feuilles, comme celles qui se soulèvent, qu'on appelle des bractées. Et dès qu'une bractée se soulève, vous le voyez, apparaît une frange de fleurs. À chaque petite fleur correspond une banane, donc une main de banane. Alors au fur et à mesure de la saison, les bractées se soulèvent, apparaissent les franges de fleurs, donc les mains de banane. Alors évidemment, en venant à cette saison, la boule est toute petite, et le régime beaucoup plus long. Évidemment, il s'est développé surtout en hauteur. Bon, ça c'est une histoire de reproduction sexuée du bananier. Là, ça n'a pas continué par la suite. Mais normalement, on a un long régime de bananes. Alors là, de toute façon, que le régime ne se soit pas super bien développé, ça nous est complètement égal, puisque ce sont des bananes à graines. Elles ne sont pas comestibles. Donc on n'a pas besoin de les utiliser dans l'alimentaire. C'est un bananier au Japon qui est utilisé dans le textile. On fait des vêtements avec les tiges des feuilles. Bon, évidemment, ici, c'est ornemental. Alors, tout son intérêt, c'est qu'on peut le laisser ici en pleine terre. Par contre, en venant au mois d'août, forcément, vous allez voir des plantes tropicales installées en pleine terre qu'on rentrera vers septembre-octobre dans les serres. C'est le cas, par exemple, de la canne à sucre, de la cardamome, des oreilles d'éléphant. Alors les oreilles d'éléphant, ça c'est une plante typiquement tropicale. Les oreilles d'éléphant, c'est plus connu sous le nom de taro. Le taro, c'est la grosse racine charnue qui est en sous-sol, que l'on va manger comme une pomme de terre. Il faut le faire cuire comme n'importe quelle pomme de terre, sinon c'est toxique. On ne mange jamais une pomme de terre crue. C'est absolument toxique pour l'organisme. Il y a d'autres plantes qui restent en pleine terre, c'est les petites que vous voyez là, tout petits massifs. Alors, est-ce que par hasard, quelqu'un connaît cette plante? Ah. Oh non, c'est pas une colle. Parce que si je vous le demande, c'est parce que vous la connaissez tous. Alors son cousin, le plus proche, c'est le camélia japonais. Le camélia japonais, c'est cet arbuste qui fait des très jolies fleurs. Bon là, c'est le camélia, mais chinois. Et non, le camélia chinois, vous le connaissez tous, et pas du tout comme arbuste. Vous le connaissez dans votre bol, parce que c'est le thé. Et quand vous buvez une tasse de thé, vous buvez une tasse de camélia chinois. Non, je ne connais pas. Alors le thé de Chine, parce que le thé de Ceylan, c'est aussi du camélia. Absolument. Tous les thés, ce qu'on appelle le théier, c'est le nom vulgaire français. Mais le vrai nom, c'est d'où l'importance des noms latins en botanique. Et si on utilisait les noms latins, on serait beaucoup plus précis. Et on saurait tous qu'en fait, quand on boit une tasse de thé, on boit une tasse de camélia. Tout simplement. Et si on les maintient très bas, c'est parce que justement on récolte les 3 feuilles terminales et le bourgeon terminal, la récolte normalement se fait toutes les 3 semaines. Ce qui fait qu'on ne le voit jamais fleurir. Ah non. Non. Dès qu'il s'agit de noms français, oubliez toutes les correspondances qu'il pourrait y avoir. La façon la plus précise d'arriver à déterminer une plante, c'est avec le nom latin. Les noms français sont souvent faux. Souvent. Autre plante qu'on va rentrer dans les serres. C'est la citronnelle. Ça, tout le monde connaît. Mais tout le monde connaît aussi l'ananas. On le voit rarement. C'est un train qui nous pompe l'air. C'est de la vapeur. Et on va lui couper le sifflet. Parce que cette année, il est insupportable. Jusqu'à maintenant, ça allait, on le supportait. Alors cette année, c'est une locomotive neuve et un sifflet neuf. Et alors, il a amorti le truc, parce que ça a dû lui coûter très cher, à mon avis. Mais là, alors là, il est vraiment, il agace tous les coups. Donc on lui a dit, on s'est dit un jour, on va se réunir, on va aller lui couper le sifflet. Ça va être vite fait. Les papayes, pareil, seront rentrées l'hiver dans les serres.
Bon, après, c'est le potager. Le potager, bien sûr, il n'y a pas plus impermanent, ça ne dure qu'une saison. La coloquinte. Vous avez vu la taille? Bon, après, il y a la menthe, les tomates, tout ça, c'est connu. Ce qui est beaucoup moins connu, et c'est dommage, et ça arrive sur nos marchés, c'est le basilic violet. Très goûteux, le basilic violet. Mais bien sûr, c'est intéressant. Les cacahuètes. Alors la cacahuète, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas ce qui est la racine qui est en sous-sol que l'on mange, c'est en fait une fleur qui se retourne, qui a été fécondée, qui se retourne vers le sol et qui va se développer en sous-sol. Mais ça reste toujours une fleur, donc c'est un fruit. Vraiment. Et oui. Les piments. Parce que là-haut, il y a une pharmacie, si vous pourrez lui donner un petit truc de menthe. Oui. Prenez l'allée centrale, et là tout de suite à la sortie, sur la gauche, il y a une vente de plantes, et là ils ont une pharmacie, et ils pourraient lui donner un petit sucre avec une espèce d'alcool qui en général remet bien en état. Je pensais bien que ce genre d'événement nous arrive très souvent. Le plus court, le plus gros, ça va être pareil. Vous passez par là, vous remontez l'allée. Canaïs sur plus Crypsi. Voilà. En clair? En clair, vous le voulez en japonais ou en français? Français, ça sera bien. En français? Ouais, c'est bon. Dommage, pas curieux. Non, non. Cyprès doré du Japon. Ah bah voilà. Sauf que c'est faux le nom français, puisque ce n'est pas un cyprès, c'est un faux cyprès. D'où l'importance des noms latins. C'est un Canaïs. Je vous le donne quand même le nom en japonais. Ah bah oui, ça vaut le coup. C'est le Hinoki. Ah bah oui, vous êtes déçus. Vous êtes déçus, j'imagine. Allez, on traverse la forêt de bambou jaune. Ah. Petite halte. Bon voilà, c'est rien. Hein. Depuis le mois de septembre. Elsa? Avec trois quarts de troisième âge, vous allez voir si on a fait. Ah bah si on prend les grabataires maintenant. Ah, vous êtes méchants. Ah. J'aime bien les troisième âge. J'adore venir découvrir. C'est incroyable. Il n'y a pas que les papilles, hein. Mais justement, les papis, les mamies, c'est ça que je trouve génial. Il n'y a pas que les papilles qui aiment bien. Moi, je suis bien contente un jour qu'on va l'être. Parce que justement, les meilleures visites qu'on fait, nous, c'est justement avec le troisième âge. Parce que alors là, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus la famille, il n'y a plus l'alimentaire à assurer, donc il n'y a qu'une chose à faire dans la vie, profiter. Et alors, il y a un intérêt, une ouverture d'esprit qui est merveilleuse avec la Ah bah moi j'espère bien que je ferai comme eux, parce que quand je vois tous ces gens qui profitent de la vie à merveille, je dis super. Alors, le bambou jaune. Le bambou jaune, c'est un bambou qui est très apprécié au Japon, enfin en Asie, pour la qualité sonore de ses tiges. On va l'utiliser pour faire des instruments de musique. Par contre, il n'est pas question de l'utiliser pour faire des meubles, parce qu'il n'est pas solide. Essayez de faire un lit avec le bambou jaune, 2 mois après vous êtes par terre. Absolument aucun intérêt. Par contre, pour faire un meuble, on utiliserait plutôt celui-ci. Le bambusoïdes, qui est vert, qui démarre en zigzag, qui est très droit, très rectiligne. Ce bambou est aussi solide que l'acier. En Asie, on l'utilise dans le béton armé.
pour faire les échafaudages par exemple, ou les ponts, ou les constructions, ou les meubles. Alors non seulement ce bambou est solide, mais c'est aussi le bambou le plus rapide quant à sa croissance. Tout à l'heure je vous disais que les bambous géants se développaient de 40 à 60 cm par jour. Eh bien sachez que ce bambou, au mois de juin, développe des pousses d'environ 1 mètre par jour. Ça représente du 5 cm à l'heure. On le voit pousser à l'œil nu. On peut très bien s'installer et puis regarder des pousses se développer. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est là où on s'installe. Oui. Ça, c'est un des supplices chinois les plus raffinés d'ailleurs. Et je vous passe les détails. On n'a pas compris. Un petit coup d'œil sur les séquoias. Séquoia sempervirens, séquoia de Californie. Rien que des petits jeunes de 140 ans pour 45 mètres de hauteur. Ces arbres dans les forêts californiennes atteignent jusqu'à 110, 120 mètres, vivent jusqu'à 3000 ans. Donc normalement un très bel avenir devant eux si la foudre ne vient pas contrarier leur croissance, bien évidemment, parce que notre gros problème ici ce sont les orages et la foudre. Alors ce séquoia, le cyprès doré du Japon, probablement ce chêne européen, tous les bambous bien installés dans ce bambou ont été installés dans ce parc par monsieur Eugène Mazel. Alors Eugène Mazel, c'est notre héros, nous, on l'admire énormément même si on ne l'a jamais rencontré. Eugène Mazel, c'était un cévenol, un marchand d'épices, c'était surtout un passionné de plantes. Et en 1855, Mazel va acheter ce domaine, le domaine de Prafrance, grand de 34 hectares, pour acclimater sa collection de conifères, de chênes et de bambous. Tout simplement pour le plaisir. 34 hectares de plaisir, ça va durer 35 ans. 35 ans plus tard, Mazel a un parc splendide, il n'a plus un centime en poche. Il est complètement ruiné, tout est passé dans ce parc. Donc sans un centime, il est obligé de vendre, il vendra au crédit foncier. Vous en donnez ce qu'il faut? Oui, c'est bon, je sais. Ouais. Le crédit foncier qui va se trouver bien embarrassé avec un parc rempli de bambous le laissera à l'abandon jusqu'en 1902 et en 1902, fatigués de ce parc, ils vont le mettre en vente. Ça sera racheté par la famille Nègre qui rachètera ce domaine pour leur fils Gaston comme maison de campagne. Tout va bien. Ce qu'ils n'avaient absolument pas prévu, c'est que Gaston Nègre allait tomber fou amoureux de sa maison de campagne et surtout de son parc. Et en fait, il va attraper la même maladie que monsieur Mazel, c'est-à-dire la bamboumania. Il va continuer son œuvre, l'œuvre de Mazel. Il va transmettre le virus à son fils Maurice, qui ouvrira les portes au public en 1953. Et Maurice, sans hésiter, transmettra le virus à sa fille Muriel, qui gère le parc à l'heure actuelle avec son mari. Alors depuis une vingtaine d'années, ils ont mis au point la production de bambou. On est le premier producteur européen quant au nombre d'espèces produites en tant que plante ornementale. Donc on en produit 150 espèces différentes. Évidemment, dans toute production, dans toute collection, il y a un joyau, il y a le must. Alors évidemment, on va aller le découvrir. Il a une place royale, il se trouve en face de leur maison. Voir ce joyau. Toutes les maisons de campagne qu'il a. Je me rappelle de ça. Vous n'avez pas parlé de l'inondation. Ah ouais. Tu peux les laver, tu peux pas les laver. Alors, avant de vous parler du joyau de la bambusserie, je voudrais quand même éclaircir quelque chose, que ce soit très clair dans votre esprit. Le fruit du marronnier n'est pas le lampadaire. On aurait cru. Il pourrait y avoir confusion. Sachez qu'aujourd'hui, c'est le mariage du fils.
Le mariage de quoi? Le fils du patron. Ah, C'est pour ça que ça ferme à 6 heures. C'est pour ça que ça ferme à 6 heures, c'est pour ça que là c'est un petit peu négligé, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi le marronnier est séparé de lampadaire en bambou, bien sûr. Bien sûr. Bah, c'est quand même un chouette, ces lampadaires. C'est joli. Ouais, c'est des lampadaires. C'est très joli. Ça rend bien hein, sur le marronnier, l'air de rien. Hein. oui, c'est vrai. À mon avis, il faut le carton d'ailleurs. Parce que la marronnier, voilà. Ah, ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. Je ne sais pas si on va l'avoir d'ailleurs. Normalement, peut-être. Alors, le kiko. Le kiko, c'est un bambou qui est sacré au Japon. Kiko en japonais veut dire excusez-moi, je voulais dire à ma collègue qui vient d'arriver. Donc Kiko est un bambou sacré au Japon, carapace de tortue. Et par contre, en Europe, c'est un bambou qui est très rare parce que c'est un mutant. Mutation naturelle du bambou géant qu'on va aller découvrir. Et comme tous les mutants, c'est un bambou qui se multiplie plus difficilement que les autres. Donc il est rare. Et ce qui est rare et de collection, c'est le numéro 1 des collectionneurs. Liste d'attente pour pouvoir l'obtenir. Malgré qu'il soit rare et sacré, il vit, il se développe exactement comme tous les autres bambous. C'est-à-dire que le bambou est une plante qui vit en communauté, en population. Toutes les tiges que vous voyez là sont toutes reliées en sous-sol par la tige souterraine qu'on appelle le rhizome. Mais quand il s'agit de souches bien installées comme on a vu jusqu'à maintenant, qui forment carrément des forêts, bon, autant vous dire que toutes ces tiges aériennes en sous-sol forment un maillage inextricable de tiges souterraines, de rhizomes et sur 50 cm d'épaisseur seulement. Évidemment, ça va leur donner une très grande force, une très grande solidarité, c'est ça la communauté. Au Japon, quand il y a des tremblements de terre, les Japonais viennent toujours se réfugier dans les forêts de bambou. Ils sont en sécurité, le sol se fissure beaucoup moins qu'ailleurs. Ça marche au Japon, ça marche aussi dans les Cévennes. Alors, vous voyez ce très beau mastégonol. Vous voyez sur le mur de gauche, la pancarte bleue, le niveau atteint en rouge par la rivière. Le 30 septembre 1958, un orage exceptionnellement violent va faire sortir la rivière, le gardon de son lit. Et cette rivière va arriver en une vague de 10 mètres en l'espace d'une demi-heure. Évidemment, il y a eu des dégâts, mais heureusement que des dégâts matériels. Quant au bambou, ils ont résisté grâce à leur Rhizome. rhizome. Ils écoutent, hein? Ah, ils écoutent bien, hein? J'aime bien étudier. Ouais, hein? Donc pour bien comprendre le bambou, il faut bien comprendre sa partie cachée, son rhizome. Alors on va aller découvrir le bambou géant. Là je vais vous montrer un rhizome et comme ça je pourrai tout vous dire sur le bambou. Donc là, on est dans le domaine du bambou géant, le bambou le plus haut d'Europe, qu'on appelle le pubescens, qui s'élève à 20-25 mètres de hauteur, avec des tiges de 10, 15 jusqu'à 20 cm de diamètre. Ce bambou vient de Chine, et là-bas on le cultive beaucoup pour sa pousse comestible. Toutefois, tous les bambous asiatiques sont comestibles. Celui-ci est intéressant parce que c'est le plus gros et comme il sera son diamètre, évidemment, il est intéressant. Il est intéressant aussi pour la construction, il est solide. Alors ce bambou sort ses pousses d'une manière très précoce dès la fin mars. Donc évidemment vous repérez les petits jeunes avec les anneaux blancs. Et évidemment elles se sont développées, toutes ces tiges, exactement comme tous les autres bambous, c'est-à-dire en 1 mois et demi.
Donc pour arriver à comprendre comment un bambou pousse aussi haut, gros et surtout aussi vite, il faut surtout bien comprendre sa tige souterraine, son rhizome. Je vous en montre. Bon, toutefois, vous avez déjà dû le remarquer, le rhizome, on le voit souvent sortir du sol. Au premier coup d'œil, vous pouvez constater que le rhizome ressemble énormément à une tige aérienne. C'est constitué pareil, entre nœuds, cloisons, bourgeons à chaque cloison. Mais le rhizome, lui, pousse à l'horizontale et jamais plus profond que 50 cm en sous-sol. À chaque cloison, des racines, petites racines très fines qui, pour certaines espèces, peuvent aller jusqu'à 4, 5, 6 mètres en sous-sol, chercher l'eau, les éléments nutritifs. Toute cette nourriture pompée par les racines est associée à la nourriture apportée par les feuilles. Tout ça est stocké dans le rhizome. Le rhizome, ce n'est pas une racine, c'est un garde-manger. Et ce garde-manger servira bien sûr à nourrir les petits bourgeons, qui bien nourris se développent. Et là, deux solutions. Soit le bourgeon se développera en un rhizome, qui au cours de sa vie donnera naissance à d'autres rhizomes, d'où ce maillage sous nos pieds. Ou alors le petit bourgeon va se transformer en tige aérienne et là ça se passera pendant l'hiver. Bien au chaud, bien nourri, ce bourgeon en profite, se met à grossir jusqu'à ce qu'il obtienne son diamètre. Et de la même manière qu'il va programmer son diamètre pendant l'hiver, il va en profiter aussi pour programmer sa hauteur. C'est-à-dire que toutes les cloisons que vous voyez là à l'intérieur, eh bien ce petit bourgeon va toutes les empiler les unes sur les autres, comme on empile une pile d'assiettes. À la fin de l'hiver, ce bébé bambou, il est tout prêt, tout programmé. Il y a le diamètre, la hauteur empilée. Au printemps, il n'a plus qu'à sortir du sol et à se déployer comme une antenne télescopique. Il atteint ses 25 mètres en un mois et demi. Allez hop, fini. Une fois qu'il a atteint toute sa hauteur, il ouvre ses feuilles. Et on sait qu'une tige a terminé sa croissance lorsqu'elle ouvre ses feuilles. Et c'est fini. Cette tige jamais plus ne grandira ni ne grossira de toute sa vie, qui pour une tige dure une quinzaine d'années. Mais bien sûr, le bambou est une plante éternelle, puisque éternellement son rhizome se renouvelle et éternellement à chaque printemps de nouvelles tiges ressortiront. Et madame, si j'ai bien compris, au mois de mars, nous sommes ici en plein air et c'est à Rapterre, et l'automne, vous rasez tout ça? Non. Alors commencez au mois de mars, il n'y a rien là. Si. Au mois de mars, c'est exactement la même chose. Fin mars, on va dire avril. Comme ça c'est plus clair. Parce que ça dépend des années. Donc en avril, c'est exactement la même chose que ce que vous voyez là. Mais en avril, en plus, il y a des grosses pousses. Parce que vous imaginez le diamètre, ça sort au diamètre. Il y a des grosses pousses qui sont recouvertes de grosses feuilles, donc ces gaines que je vous ai montrées au début de visite. Et les gaines du pubescens, elles sont marron et poilues, d'où son nom d'ailleurs, pubescens, puberté, poil. Et c'est des espèces de gros obus qui sortent du sol, vous en avez à toutes les hauteurs. Alors celle-là reste plusieurs années alors voilà, une tige vit une quinzaine d'années, mais en tant que parc botanique, on désire vous présenter de belles forêts. Donc pour avoir une belle forêt, que ce soit arbre ou bambou, il faut faire du nettoyage. Et chaque hiver, on en enlève. Chaque hiver, on enlève les tiges qui sont âgées de 5 ans. Comme ça, on a une forêt toujours jeune. Et à 5 ans, la tige a sa meilleure qualité de bois. Si on faisait tout disparaître, si tout disparaissait l'hiver, vous ne verriez maintenant que des tiges avec anneaux blancs. Et oui, alors que celles qui sont avec anneaux blancs, ce ne sont que celles du printemps. D'accord? Auriez-vous des questions? Oh, d'autres questions? Il faut savoir Comment on fait pour savoir qu'il a 5 ans? Ah! Ici, on est embauché au flair. Ah bon? Si on a du flair, on est embauché, sinon on ne l'est pas. Un critère terrible. Non, on ne peut pas connaître l'âge d'un bambou, c'est impossible. Bon, nous, on y tient, absolument, parce que, évidemment, les tiges de bambou géants qui sont coupées sont vendues. Il y a une forte demande en Europe. Alors, on ne peut pas se permettre de vendre une tige qui n'a pas toutes ses qualités de bois. Alors, en ce moment, toutes les tiges
de la bambouseraie qui sont sorties au printemps se sont toutes développées. On arrive à bien les reconnaître parce qu'ils ont leurs anneaux blancs tout frais. Oui. Alors là, en ce moment, on passe avec de la peinture, un pinceau. On leur met une petite tache de couleur qui correspond à leur année de naissance. Chaque année, on change de couleur et ça sur 5 ans. Renouvellement. Oh, vous savez, on n'a pas réfléchi, on n'est pas si intelligent que ça dans les Cévennes. On a copié sur la Chine. Ah bah oui. Il faut toujours aller voir là où il y a le plus, où les gens le connaissent le mieux. Autre question, on continue? La terre, là, c'est de la terre... Bon, ici, non, c'est pas une terre spéciale. Ici, on a la chance, Monsieur Mazel a eu la chance de vivre dans une région où justement cette terre était très riche en alluvions. C'est une ancienne cuvette alluvionnaire. Donc on a une très bonne terre, on a de la chance. Mais si on avait une terre mauvaise, eh bien on l'arrangerait. Une terre mauvaise, c'est jamais un gros problème. On peut l'amender, il suffit de faire des apports enrichis avec de la tourbe enrichie, avec un bon terreau, avec du compost organique, avec du fumier de cheval. Ça peut toujours s'arranger ce genre d'histoire. On continue? J'aime bien les vacances comme ça. C'est pas sophistiqué. Oui, ça se voit pas trop. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui. Ça, il y en a partout, ça. Pas de problème. Balai de sorcière. Eh oui, le balai de sorcière. Oh, ce machin qu'il a au sommet, là. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. On dirait parapluie. C'est beau? Ah oui, c'est super. Eh oui, par mimétisme. Alors c'est tout simple. Le balai de sorcière, c'est une histoire toute simple. Ce que vous voyez là-haut, à 25 mètres de hauteur, c'est tout simplement une branche, la même branche que les autres. Sauf qu'il y a 50 ans, s'est installé sur cette branche un champignon microscopique. Et ce champignon microscopique s'est installé à l'intérieur du code génétique de la branche et l'a obligé à pousser différemment. Alors elle pousse d'une manière ramifiée, nanifiée, compacte. Elle pousse comme pousserait un bonsaï, mais complètement naturellement. C'est pourquoi elle a cette forme. Sinon c'est toujours la même branche que les autres. Ce n'est pas exceptionnel, les balais de sorcières. Vous pouvez en découvrir dans les forêts, dans les jardins privés, dans les productions de fruitiers, c'est très courant. Mais c'est la taille d'un ballon de rugby. Là, évidemment, ce qui est exceptionnel dans ce parc, c'est la taille de ce balai de sorcières. Eh oui, celui-ci est exceptionnel. Alors, là, pour le cas, c'est un champignon microscopique, mais des fois, les balais de sorcières, c'est dû à des virus, c'est dû à des bactéries. Ça dépend. Et d'une manière assez bizarre, par mimétisme, quand c'est un micro-organisme du style champignon, le balai de sorcière prend la forme de champignon. Et ça, c'est plutôt curieux. De l'autre côté, petit érable japonais. Vous verrez une très belle collection vers la sortie en pot bleu d'érables japonais, en face du labyrinthe. Vous verrez, vous allez vous en rappeler parce que c'est magnifique. Ah, les fameux camélias japonais. Voilà, ça, celui-là, c'est celui à fleurs. Puis un petit peu plus loin, là-bas, on va aller voir l'arbre le plus fabuleux de la création. Oh, alors ça, c'est ce qu'on appelle de l'herbe en arbre. Ouais. C'est une plante typiquement tropicale. Est-ce qu'elle n'est pas préhistorique? Non. Les seuls renseignements que je suis arrivée à avoir Ouais. sur cette plante, c'est ce que je viens de vous dire. Oui, d'accord, oui. Non, mais parce qu'effectivement, on n'en voit pas souvent. Non, mais on n'en c'est voit très pas souvent. spécifique, et puis c'est très vilain en vérité. Ah bon, je n'osais pas le dire, hein, parce que quand vous m'en parliez, je n'osais pas le dire. C'est une plante qui est plutôt laide. Oui, mais absolument. C'est pour ça, Absolument. le côté dinosaure. Ah, ou je tout ne sais à fait pas. dinosaure. Alors effectivement, ça pourrait être une plante très très ancienne comme les fougères arborescentes, Voilà, oui. comme les cycas.
Mais alors le gros problème, alors ça c'est les jardiniers qui nous font des petits gags comme ça régulièrement. Alors dans le Laos, j'y ai échappé, mais il y a une plante dont on ne connaît absolument rien à part le nom latin, ils nous l'ont mis exprès sur le parcours. Hein. Et puis là aussi, il y a des fois ils nous font des gags comme ça, ils nous mettent une plante qu'on ne connaît absolument pas, sur laquelle on est arrivé à avoir aucun renseignement. Et comme ça, bon bah ça nous piège régulièrement. Alors j'ai échappé au Laos, j'ai pas échappé ici. Non, je ne peux rien vous dire sur ça. D'accord, bon, ça fait rien. Désolée. Si j'en sais, je vous enverrai. Ah oui, très bien. On va aller voir l'arbre le plus fabuleux. Si tu veux prendre des eaux spéciales, tu le fais. Non. Où est l'arbre le plus fabuleux de la création? Il y en a plein. Calme plat à l'horizon. Polovnia? Magnolia? Non. Cryptomeria rocarioides qui s'est pris un chêne sur la tête? Non. Ginkgo biloba, bien sûr. Ah, si on avait eu un mâle, ici, là vous m'auriez tout de suite dit c'est lui. Parce que le mâle, il est splendide, volumineux. Les femelles ginkgo sont beaucoup plus discrètes. Donc on ne les voit pas, tout de suite on pense à autre chose. Et pourtant, c'est un arbre exceptionnel le ginkgo. Pied mâle, pied femelle séparés. Donc un mâle là-bas au fond de 140 ans qui est vraiment splendide. Et là deux petites femelles, une de 100 ans et une de 30 ans. Et en fait le ginkgo biloba c'est un arbre qu'on reconnaît grâce à ses feuilles en forme d'éventail. Feuilles qui à l'automne, avant de tomber, vont devenir jaune d'or. D'ailleurs il est tellement beau qu'on l'a surnommé l'arbre aux mille écus. Il est très connu aussi sous le nom d'arbre carotide. Les deux là, une de 100 ans, une de 30 ans à côté. Feuilles en forme d'éventail espagnol. Alors, souvent vous le connaissez comme médicament pour la circulation sanguine, pour la mémoire, pour plein d'autres choses. C'est le tanakan, c'est le ginkgo par exemple. Premier arbre de la création, le ginkgo biloba est arrivé sur Terre il y a 250 millions d'années. Et on a pu remarquer que cet arbre résistait absolument à tout. Aux insectes, parasites, champignons. Il résiste à la pollution, au feu et au nucléaire. Et ça, On va se mettre dans une micro. ça, il y en a plein d'autres. Il y en a plein qui ont pensé à ça. Ça, on s'en est rendu compte à Hiroshima. À 300 mètres de la bombe, un ginkgo. Tout est brûlé, sauf lui. Bon, il a quand même perdu ses feuilles. Ah, quand même! Quand même! Petite nature! Au printemps d'après, au grand étonnement des Japonais et des chercheurs qui étudiaient l'après-bombe, le voilà qui refait ses feuilles comme si de rien n'était. Sans mutation, sans modification génétique. Alors autant vous dire que c'est un des arbres les plus étudiés dans le monde entier. Vénéré, sacré en Chine et au Japon. Un des plus plantés, il y en a absolument partout, dans toutes les villes de France et dans toutes les villes du monde. Alors vous le repérez à l'automne, vous pourrez le repérer parce que c'est des personnes qui ne connaissaient pas. Vous voyez une boule d'or, approchez-vous, feuilles en forme d'éventail, on dirait comme des aiguilles collées les unes à côté des autres. C'est monsieur ou c'est madame ginkgo. Alors évidemment, vous allez le voir, il est souvent planté dans de grands espaces, grands jardins, grands parcs, grandes avenues. Et cela, deux raisons. Le mâle est splendide, mais il est immense. Donc il lui faut de la place. La femelle, plus petite pour 100 ans, elle n'est pas énorme. Non,
Ma mère. Eh bien, elle assure la reproduction comme n'importe quel ginkgo. Je m'en vais tout de suite. Je m'en vais pas tout de suite. Et pourquoi je m'en vais pas tout de suite? Tu t'en vas tout de suite, toi? Excuse-moi. Je suis la haine de tous mes collègues. Je suis trop baba. La femelle, elle assure la reproduction. Donc elle pond des œufs. Premier arbre de la création, ils pondent des œufs. C'est comme ça. Et ces œufs, que l'on voit, qui ressemblent à des petites prunes vertes, vont devenir mûrs à l'automne. Et ces espèces de petites prunes, là en bas, là, vous voyez des boules vertes, toutes petites boules vertes. Cherchez pas loin, juste les premières branches qui sont en bas, là. Oui? Ah, faut avoir. C'est sûr. Où est-ce qu'il y en a après? Non, non, là, les deux, trois premières branches, là, les deux branches qui sont là juste en face, on en voit des boules, hein. Bon, ça fait rien, vous imaginez une petite prune, une petite mirabelle. Quand c'est bien mûr à l'automne, ça tombe par terre. Mais comme c'est un œuf bien mûr qui tombe au sol, ça va sentir l'œuf pourri. Alors dans un petit jardin, face de la fenêtre de la cuisine, c'est très mieux. C'est pourquoi on le plante toujours dans de grands espaces. Si c'est pas pour l'odeur, ça sera pour la taille. Hein. De toute façon, dans les deux cas, on est bien embêté. Alors, arbre de parc, ou alors, c'est pourquoi il est souvent cultivé en pot ou en bonsaï. C'est comme c'est l'arbre le plus intéressant de la création, l'arbre qui a été créé parfait, qui a tout prévu pour résister. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui en veulent. Alors on le cultive en pot ou en bonsaï. Le bonsaï, il est magnifique. Il ne va pas faire d'œuf un bonsaï, puisqu'il faut le mâle et la femelle. Oh, bah alors s'il y a un mâle dans le coin... Oui, parce que est-ce qu'il faut toujours un couple? Voilà, c'est ça. Non, ils peuvent, avoir, vous savez, hein. un C'est comme nous, hein. Célibataires, on vit. C'est beaucoup plus dur, mais on vit. Toutefois, attention, pollinisation par le vent. Et si vous étiez là il y a, c'était quand? Avant-hier, vous avez dû voir sur les voitures, dans les jardins, il y avait le sable du Sahara qui est arrivé. Alors vous savez qu'avec la pollinisation par le vent, il faut se méfier. Il y a toujours un mâle qui traîne quelque part. Et oui. Donc moi j'en ai vu, je ne savais pas, à l'époque je ne connaissais pas le ginkgo. Et j'ai vu, et sans savoir, c'est après que je me suis rendu compte que j'ai eu la chance de voir ça, un ginkgo qui était en fruits, qui faisait ses fruits en bonsaï. C'est magnifique. Ah oui, c'est super. C'est magnifique. C'est vraiment très joli. Très, très joli. Donc même en bonsaï. Donc il n'y a pas besoin du couple en fait, c'est ça. Même dans Pour un avoir grand des jardin. fruits, oui. Enfin, pour avoir des œufs, oui. Mais dans un jardin, si vous ne voulez pas de reproduction, vous n'avez pas besoin d'avoir les deux. Mais c'est pas sûr pour ça que vous n'aurez pas de reproduction. Oui. Parce que dans tous les jardins, dans toutes les villes de France, il y a des ginkgos. Même si vous ne les voyez pas, il y a des gens parce que bon, ils sont encore petits. C'est la mode, ça commence seulement. On commence à se rendre compte maintenant dans tous les parcs, hein, dans toutes les avenues, il y a du ginkgo biloba. Vous pouvez y aller. Hein. Ah oui, toutes les villes polluées. Donc pratiquement toutes les villes. Vous avez le droit, vous avez le droit au ginkgo biloba parce que c'est un des rares arbres qui résiste sans problème à la pollution. Vous allez aux États-Unis, vous allez en voir dans toutes les avenues. Eh oui, bien sûr. Bon. C'est bon? On continue? Alors on va continuer finir par là-bas.
On termine ici avec un très beau conifère qui vient d'Amérique du Nord, qu'on appelle le cyprès de Lawson. Le cyprès de Lawson a la particularité de faire du marcottage de branches. Alors en fait, vous voyez que toutes les branches essayent de retomber vers le sol. Toutes et toutes. Même la plus grosse là-bas. Même celle-ci. C'est une ancienne branche. Et dès que la branche, parce que c'est voulu, si elle retombe vers le sol, c'est qu'il y a une raison, bien évidemment, dès qu'elle touche le sol, elle produit des racines. Et une fois qu'elle a ses racines, elle devient un arbre indépendant, qui aura des branches qui retomberont vers le sol, qui s'enracineront, qui deviendra un arbre indépendant, qui aura des branches qui retomberont vers le sol, etc., etc. Tous les arbres que vous voyez là sont des anciennes branches, enracinées. On pourrait même dire en allant plus loin que ce que vous voyez là, c'est un seul arbre. Et on peut vérifier immédiatement, rien qu'au coup d'œil, c'est des arbres avec un fût très droit, très haut, très rectiligne. Et pourtant, à la base, ils sont tous penchés d'un côté, un seul côté de l'arbre où ils traversent. Et oui, le marcottage. Intéressant à voir sur des arbres de cette taille-là, toutefois c'est un procédé que vous connaissez en général très très bien. Dans les jardins, on connaît le marcottage. Mais alors évidemment sur des arbres comme ça, c'est intéressant à découvrir, il faut du temps, il faut de l'espace, donc bien souvent on le découvre dans des tas. Bien alors, traditionnellement la visite va s'arrêter ici. Alors avant de vous expliquer ce qui reste à découvrir, est-ce que par hasard vous auriez des petites questions en suspens? J'ai répondu à toutes vos questions. Celui-là, il se développe que comme ça. Il fait pas de graines, je veux dire du tout. Attention, ne pas confondre multiplication et reproduction. Si une plante fait de la multiplication par voie végétative, du clonage, ça ne veut pas dire pour ça qu'elle n'a pas de reproduction sexuée. Toutes les plantes ont une reproduction sexuée, c'est-à-dire avec fleurs, avec graines. D'ailleurs, quand vous offrez un bouquet de fleurs, sachez que vous offrez les organes sexuels de la plante. On n'y pense pas assez à ces choses-là. Ben oui, mais c'est ça. Je suis désolée, c'est pas ça. Hein, et toutes les plantes ont cette reproduction. Et cet arbre a une reproduction sexuelle, on les voit ces petites graines. Là-haut. Donc obligatoirement. Donc ça c'est. Et d'ailleurs heureusement qu'il y a la reproduction sexuée par graines, parce que la multiplication par voie végétative, comme pour le bambou avec son système de rhizome, bah, c'est très limitatif. Géographiquement, ils ne peuvent pas aller loin. C'est obligé de rester au même endroit. Et heureusement qu'ils ont la reproduction sexuée qui leur permet d'aller beaucoup plus loin. Parce que par exemple, si on se rappelle dans le temps, quand sur la Terre, je vous parle d'il y a des millions d'années, il y avait un seul continent, bah, l'Europe a été l'endroit le plus touché. Et toutes les plantes ont été se réfugier, c'est-à-dire grâce aux graines, ont été s'installer dans des endroits plus privilégiés. C'est pourquoi tous les beaux conifères ont été se réfugier vers l'Amérique. Non, je peux après. Tous les conifères en Amérique, le ginkgo biloba, beaucoup d'autres plantes, vers l'Asie. Et après, les continents se sont séparés. Nous, on n'a fait que réintroduire toutes ces plantes en Europe. Mais si elles n'avaient pas eu leur système de graines, bah, c'était serait mort. Fini? Alors, si vous voulez, vous allez pouvoir continuer par cette allée. Ça fait une boucle, c'est une forêt de bambou. Vous faites le tour, vous revenez par l'allée de palmiers, en plein milieu, un des plus hauts magnolias d'Europe. Quand vous arrivez sur la maison Sévenol, où il y a les festivités qui s'annoncent, là vous prenez la petite allée qui longe le mur sur la droite. Il y a marqué sortie bonsaï, vous ne pouvez rien oublier. Vous longez bien le mur tout au bout, les serres, créées par M. Mazel avec les fleurs tropicales. Derrière les serres, le jardin aquatique avec les carpes japonaises. Et puis vous repassez devant les serres, et là ça va tout dans l'enfilade, les lotus, les bonsaïs, le jardin japonais,
La collection d'érables pour les parents, parce qu'en face, il y a la pierre en bambou pour les enfants. Après le bambousarium, la pépinière, la sortie. Donc grosso modo, ça vous prendra environ 30 à 40 minutes. Sauf si vous avez des enfants qui ont minutes de plus pour le labyrinthe. Je connais des personnes qui font le grand tour en 10 minutes, j'en connais qui font le grand tour en 4-5 jours. Comme ça, je vous laisse seul juge de votre visite. Bien, merci beaucoup de votre écoute. Je me permets de faire le geste traditionnel des guides. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit. Merci bien. Et puis c'est la laissé faire, il a Visite terminée. Avec le guide. Un peu plus petit. C'est pire. Ah, c'est un petit jaune ça. Oh, des motards. Bonjour. Il y en a qui cassent tout. C'est vrai. Il n'y a rien à faire. Ah, je suis d'accord avec vous.
En bambou? Bien, bah je continue ma visite de la bambouserie. Là c'est du bambou, bambou, bambou de toute façon. On peut voir derrière un petit peu plus clair, c'est le gardon, le gare. Donc on va couper un peu pour le scope, sortir de là. On refera un petit tour dans le restant du parc après. On a une banane. Ah, déjà, il y a pas de truc qui pousse là. Regarde, il y a une banane. Il y en a deux. Il y en a une. Il est de l'année celui-là. Ah bah non. Non. Ça fait bien peur à maman. C'est bête, je trouve. Évidemment. On a perdu Céline. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas? Ah oui, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau, mais j'aime pas beaucoup. La dernière Bonne. Et oh, c'est quoi là? C'est par là. Ok. Allez, on passe par là.
Beau petit banc. Oh, il y a de l'eau partout. Encore des poissons. Encore du pascaille. Hydrangea, la C4, Blue Wave. Saxi fragacé. Avec ça, on est tranquille. Schizophragma, hydrant, géoïde. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Une hortensia, ça c'est... Hein, bon. Tout le monde les connaît, les hortensias, là, il n'y a pas de problème. Shimono bambousa, marmorea. Et de la loulou. Ah bah c'est le bestiau, ouais. Une mouche, une fleur. Ah mais si, voilà, voilà. Voilà, ça c'est charmant, ben oui. Merveilleux. Elles sont là. Là-bas, elles bouffent.
on jette un peu, il y en a une, elle bouffe. Non, tu ne prends pas tout, tu m'en laisses un peu. On fait moitié-moitié. Tiens. On va voir si les petites elles vont fondre là. Attends, on va les laisser. Là, elle est plus grosse. Hein. Non, essaye de la toucher, tu vas pisser à l'eau. Après, celle que tu aimes bien, papy, c'est les petites. Elles ont toutes un nom. Non, et là-bas il y a des petites, on va leur donner. Lotus. Non. Nénuphar. Oh qu'il est beau. Oh, il est splendide. Regarde ce qui reste. Non, mais il veut rien donner. Moi j'ai au petit, allez. Allez, Lily. Papa, ton mouille, toi. Je suis repassé dans le département de la Lozère. Ce matin, il faisait 12 degrés. Un de plus qu'hier. Il fait très clair. Un petit vent, il fait bon. Pas de brume. Je suis à Luçon.
Pas Luçon, hein, Lucin. N à la fin avec 2 S. C'est un village qui est niché au milieu d'une petite forteresse. Ça s'appelle bain chaud, hein.